Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Patrick Duprier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident d'Ecolo et je vais vous demander tout de suite de réagir à ce qui s'est passé ce matin. C'est une action de grève de la CGSP dans le service de paiement des salaires et des traitements des enseignants. Ça touche surtout les temporaires. Alors, votre réaction, je vais vous proposer 3 réactions. Réaction A, des enseignants seront victimes de cette action. Réaction B, il faut de nouveaux programmes informatiques pour ce service. Réaction C, on cherche l'excellence dans cet acte. Alors, quelle est votre réaction à choisir parmi ces 3-là ou une autre? Oui, faut-il choisir, hein? C'est clair qu'un logiciel qui date des années 70 pour le paiement des enseignants en 2017, c'est quand même un peu particulier et vraiment le signe d'un désinvestissement, d'un sous-investissement dans ce secteur depuis un certain nombre d'années. Mais ce que j'ai surtout envie de dire, c'est qu'on a en effet des milliers d'enseignants qui ont déjà été confrontés au problème du nouveau décret titres et fonctions, des enseignants qui ont dû cesser d'enseigner dans des classes où ils enseignaient depuis longtemps, d'autres qui ont été chamboulés d'une école à l'autre, des classes sans école, des profs sans classe. Les enseignants ne savent toujours pas à quelle sauce ils vont être mangés pour leur pension. Le nouveau logiciel, le site MyPension ne fonctionne pas pour eux. Et puis maintenant, en plus, certains pourraient ne pas être payés à temps et heure. Ça fait quand même beaucoup de choses par rapport au respect qu'on doit pour un des métiers les plus importants dans notre société. Et ça touche surtout les temporaires, ça ne touche pas ceux qui sont nommés en fait. Oui, donc déjà ceux qui sont les plus précaires, ceux qui sont le plus sujets à des changements d'affectation, à des périodes où ils n'ont pas de classe, à une série de problèmes, à des carrières plus précaires, qui vont maintenant peut-être encore avoir une précarité supplémentaire liée à leur paiement. Ceci dit, j'espère que le gouvernement de la Fédération trouvera une solution rapidement pour qu'il n'y ait pas d'impact. Alors un thème dont on parle beaucoup ces derniers jours, c'est la sécurité à Bruxelles. Et vous avez dit, au nom d'Ecolo, que parmi les idées, vous n'aviez pas de tabou et qu'on pouvait peut-être penser à une espèce de commandement unique, un quartier général pour la police à Bruxelles. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Est-ce que c'est une fusion des zones de police ou est-ce que ça n'en est pas? Alors, 2 choses. Je suppose qu'on reviendra sur ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que la réponse institutionnelle dont on va parler n'est pas nécessairement une réponse à la situation immédiate. Il ne faudrait pas se leurrer par rapport à ça ou détourner l'attention. On en parle là, je vous promets. Mais ça fait des années qu'il y a un débat, ou plutôt qu'il y a un refus de débat par rapport à la structuration de la sécurité à Bruxelles, les différentes zones de police, etc. Les partis flamands souvent viennent avec des propositions peut-être un peu à la grosse louche, sans trop avoir analysé la situation dans le détail, et la majorité des partis francophones refusent d'en débattre. Nous avons une proposition conjointe, Ecolo et Groen, qui est de dire prenons le temps d'évaluer les zones de police. Mais là, tout de suite, on peut créer un état-major commun qui rassemble les 6 chefs de zone des 6 zones de police, avec un représentant du ministre bruxellois, de la région bruxelloise compétente, et ce serait un état-major qui aurait à gérer la plupart des grands dossiers de sécurité, les grandes manifestations, la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, le grand banditisme. Ce serait aussi l'opportunité d'avoir des services mutualisés pour la gestion administrative, les carrières, la formation, les véhicules, les bases de données et d'images. Tout ça pourrait être géré par cet état-major régional. Et au niveau local, on maintiendrait tout ce qui est vraiment de la police de proximité, la jeunesse, les familles, les agents de quartier, la circulation, de façon à avoir là quelque chose qui insère beaucoup plus les agents dans leur quartier de vie. Donc c'est une version un peu médiane finalement. C'est vous essayez de prendre les avantages de la fusion et les avantages des 6 zones, c'est ça? Exactement. On peut aller assez vite dans cette direction-là. Et c'est vraiment une proposition orientée solution. Parce que l'enjeu, ce n'est pas de faire de la musculation électorale, ce n'est pas de s'envoyer des slogans à la figure. C'est vraiment maintenant de voir comment on peut concrètement améliorer la sécurité de tous les citoyens, concrètement, et faire aussi en sorte que les gens se sentent davantage protégés par leur police. Je dis bien leur police parce que la police, c'est notre police à tous. Alors, est-ce que vous voyez plus clair maintenant sur ce qui s'est passé le 11 novembre et aussi le 15 novembre, enfin surtout le 11 novembre? Est-ce que c'est la faute à Philippe Claus ou est-ce que c'est la faute à Yann Jambon? Est-ce que c'est la faute aux émeutiers? La faute à qui? Alors, je n'ai en tout cas pas envie d'entrer dans cette guerre de c'est la faute à. C'est trop souvent le cas et ça l'a été de façon dramatique, je dirais, pitoyable même ces derniers jours où on se renvoie des invectives en disant c'est la faute à machin, c'est la faute au PS. La responsabilité des hommes et des femmes politiques, c'est d'analyser les faits correctement et de proposer des solutions adaptées. Alors ici, d'abord, la responsabilité des dégâts, des violences, eh bien, c'est celle d'abord des casseurs. Ce sont ces quelques dizaines de personnes, jeunes et moins jeunes, qui visiblement voulaient casser, se sont
lancé dès avant le début de la fête liée à la victoire du Maroc contre la Côte d'Ivoire, se sont lancés dans des actions violentes et puis qui ont répété ça pour certains d'entre eux les jours suivants. C'est eux qui sont les premiers responsables. Il faut les identifier, connaître leur motivation. Pourquoi étaient-ils dans cette logique de plus que de provocation, de violence, et pouvoir les sanctionner. Est-ce qu'il faut une tolérance zéro, comme on le dit Alors, la tolérance zéro, c'est un slogan. Moi, je peux vous dire maintenant, tolérance triple zéro, hyper-tolérance moins que zéro, ça veut dire quoi? Avoir un slogan qui n'est pas suivi des faits, ça ne signifie rien pour la sécurité. Tolérance zéro contre ces délinquants, contre les fraudeurs fiscaux, contre les corrompus politiques, contre la violence conjugale. Oui, tolérance zéro. Aujourd'hui, à Bruxelles, région bruxelloise, on manque de 400 policiers. On manque de 500 magistrats. Savez-vous qu'à Bruxelles, il y a entre 70 et 80 000 dossiers correctionnels transmis à la justice et 20 000 d'entre eux sont classés sans suite. Donc on est dans une situation où on n'a pas assez d'agents, où il n'y a pas la capacité de la justice qui est plutôt en train d'être asphyxiée par l'État pour suivre les dossiers, et on va vous dire tolérance zéro. Ça signifiera quoi? Est-ce qu'il faut mobiliser tous les moyens pour ceux qui brûlent des poubelles et ne plus suivre les grands criminels? Donc l'enjeu maintenant, c'est d'avoir des moyens et de faire en sorte que quand quelqu'un est attrapé pour des faits relativement graves, il puisse rapidement être sanctionné de façon appropriée, et c'est toute la justice qui est en cause. Mettre des gens simplement en prison et qu'ils ressortent pire qu'ils n'y sont entrés, ce n'est pas une solution. Donc il faut une vision globale de la sécurité. Alors plus de policiers, plus de magistrats, vous n'êtes pas le seul à le dire, mais est-ce qu'on n'oublie pas la prévention là-dedans? Est-ce qu'Écolo n'oublie pas une de ses bases? Certainement pas. Et donc, il faut marcher sur les deux pieds. Il y a bien sûr la sanction, mais il y a qu'est-ce qu'on construit comme société? Avec la police, c'est vrai, la police de proximité, qui devrait beaucoup plus être composée d'ailleurs de gens qui viennent de ces quartiers, qui connaissent ces quartiers, qui devrait beaucoup plus travailler en collaboration avec les éducateurs de rue, avec les agents de proximité, les personnes qui travaillent vraiment dans la cohésion sociale. Ça peut vraiment aider à éviter les débordements, d'éviter cette situation où aujourd'hui, un grand nombre de jeunes à Bruxelles considèrent la police comme une ennemie. Or, ça doit être la police de tout le monde. J'ai entendu un syndicat policier ces derniers jours dire « les jeunes doivent à nouveau avoir peur de la police ». C'est terrible de dire ça. Les truands doivent avoir peur de la police. Mais les jeunes, comme tous les autres Bruxellois, doivent se sentir protégés par leur police. Deuxièmement, c'est vrai que nous avons toujours dit, depuis des années, quand on met 1 euro dans la sécurité au sens politique de répression, il faudrait au moins 1 euro dans la prévention. Et en fait, la prévention, ce n'est pas contrer la sécurité, c'est ce qui permet de construire une société apaisée, de faire en sorte que les gens, les citoyens, singulièrement les jeunes, puissent dire « cette démocratie, c'est la mienne, ces institutions, on a confiance et on a une place pour vivre ici ». Et là, rien n'a été fait. Et il y a un investissement massif qui devrait être fait à l'école, dans ces quartiers-là, et singulièrement dès l'enseignement maternel, pour faire en sorte que ces enfants, ces jeunes, puissent se sentir en confiance dans la société. Alors, je voudrais vous faire réagir sur des sujets très pratico-pratiques. Tout d'abord, les primes énergie à Bruxelles. Votre collègue Arnaud Pinksteren a dit qu'il y a 30% de moyens en moins parce qu'on ne fait pas assez appel à ces primes. C'est faux, répond la ministre. Tous les budgets seront utilisés. Alors, c'est un gâchis à Bruxelles pour vous, les primes à l'énergie? Ce qui est évident, c'est qu'on devrait mettre la 21e, je veux dire, du 21e siècle en matière d'isolation énergétique. Amplifier le mouvement. Il y a eu un mouvement important qui a été fait pendant 10 ans. De 2004 à 2014, la consommation d'énergie du parc, des bâtiments, du logement, a diminué de 25%. 25%, ça veut dire que chaque année, il y a environ 100 millions d'euros qui ne sont pas dépensés par les Bruxellois pour chauffer leur maison. Donc il faut amplifier ce mouvement. On sort de la COP23, les enjeux climatiques, mais aussi les enjeux sociaux qui sont liés. Et là, on a plutôt, pour l'instant, on voit une décélération, puisque, en effet, 30% des primes ne sont pas utilisées cette année. Mais ce qui me marque le plus, c'est qu'il y a eu aussi une diminution de 20% des moyens de Bruxelles Environnement pour accompagner, soutenir, conseiller ceux qui veulent se lancer dans ces travaux-là. Or, à Bruxelles, région bruxelloise, il y a 160 000 logements qui n'ont pas d'isolation en toiture et pas de double vitrage. Si on se lançait dans ces travaux-là, c'est environ 1,6 milliard d'euros d'investissement qui sont rentabilisés en moins de 15 ans, et ce serait plus de 4 milliards d'euros économisés chaque année par la population. C'est beaucoup de chiffres, mais ça veut dire que ce sont des économies massives pour les gens, c'est moins de pollution et c'est beaucoup d'emplois créés ici. Et donc il faut amplifier le mouvement, plutôt que de dire oui, on ne sait pas, c'est la faute de celles qui étaient là avant. Allons-y, et amplifier le mouvement, pour moi, ça voudrait dire aujourd'hui un bien meilleur accompagnement. Il faut faire en sorte que n'importe qui puisse appeler un service, puisse appeler une entreprise agréée par la région qui vient dire voilà ce qu'on va faire comme travaux, on préfinance ces travaux et vous remboursez une fois
qu'ils ont été réalisés grâce à l'économie sur votre facture d'énergie. Et ça doit être possible aussi pour les locataires. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de locataires n'ont pas accès à ces rénovations de logements, souvent ceux qui sont dans les logements de moins bonne qualité. Et il faut qu'on puisse faire ces travaux et que le cas échéant, quand il y a une vraie économie réalisée, le locataire puisse voir son loyer adapté en fonction de l'économie réelle. Donc il faut élargir ce système de primo-locataire, j'ai bien entendu. Oui. À propos de la qualité de l'air, là aussi, vous avez été assez dur, et pas que vous, des médecins, contre la politique du gouvernement bruxellois. La qualité de l'air est vraiment pas bonne, et donc on ne va pas assez loin en matière de diesel. Là aussi, vous trouvez que Céline Frémaux doit aller plus loin ? Céline Frémaux doit aller plus loin, nous devons tous aller plus loin. On est à Bruxelles, dans une des villes les plus embouteillées du monde. Et c'est une situation historique, ça ne date pas évidemment d'aujourd'hui. L'appel des médecins confirme une fois de plus le fait que c'est aussi un vrai problème de sécurité, la qualité de l'air. Ce sont des milliers de morts chaque année, ce sont des enfants qui ont de l'asthme, des maladies cardiovasculaires. Donc il faut une politique extrêmement volontariste. Et il y a des choses qui se mettent en place qui sont positives, comme la zone de basse émission. Il y a des choix plus difficiles à réaliser dans les mois qui viennent. Par exemple, le choix de mettre davantage de sites propres pour les transports en commun dans la ville, le choix, et ça dépend aussi du fédéral, de faire circuler davantage de trains dans Bruxelles, y compris à l'intérieur de Bruxelles, pour que, beaucoup plus qu'aujourd'hui, on puisse faire le choix du transport public ou de la mobilité douce et cesser de perdre sa vie dans des embouteillages tout en asphyxiant la population bruxelloise. Alors on parlait des propriétaires et des locataires. Le gouvernement fédéral, poussé un peu par la Banque nationale, demande donc aux banques d'être plus prudentes en matière de prêts hypothécaires. Donc les prêts seront plus difficiles à obtenir. Donc ça va être plus difficile d'être propriétaire à Bruxelles et ailleurs. Mais notamment à Bruxelles, ça va être difficile. Comment est-ce qu'il faut faire pour aider ces futurs propriétaires ? Mais il y a deux choses. D'abord, moi, je suis choqué, en fait. C'est quand même incroyable qu'ici, on demande aux banques d'être plus prudentes et donc elles vont être incitées à diminuer leurs prêts aux familles, et singulièrement, forcément, aux familles qui ont le moins de moyens. Mais la crise bancaire de 2008, elle n'a pas été liée aux prêts hypothécaires des familles en Belgique, mais à la spéculation, au fait que les banques ont investi par pure recherche de profit à court terme. Ça a été lié à des spéculations sur des produits qui ne sont pas nécessairement intéressants des produits dérivés. C'est parce qu'on donnait des prêts aux États-Unis trop facilement aussi. Oui, mais il y a quand même cette problématique. Avec des produits bancaires complètement complexes que plus personne n'y comprenait. Mais c'était des logiques de spéculation à court terme dans lesquelles les banques ont joué de façon imprudente. Nous avons dû les renflouer. Aujourd'hui, les banques investissent par exemple encore massivement dans les combustibles fossiles, le pétrole, le charbon. Là, il y a un vrai danger pour notre économie. Parce que si on assume collectivement, et on sait que ce sera le cas, qu'on ne pourra pas sortir tout ce pétrole de terre dans lequel les banques ont investi, ça veut dire qu'il y a là une bulle énorme qui va éclater et que toutes ces valeurs vont diminuer de valeur. Là, on aura un vrai problème pour l'économie bien plus grand, forcément, que les prêts hypothécaires qui pourraient ne pas être remboursés, alors qu'il y a une maison derrière, il y a un patrimoine qui est là. Donc je pense qu'on se trompe complètement de cible par rapport au défi qui est de mieux contrôler les banques, de mieux les solidifier. Et là, je trouve qu'on est beaucoup trop frileux par rapport à la régulation du monde bancaire. Par ailleurs, il faut aider les gens à investir dans leur logement, à investir dans la rénovation de leur logement. Et n'oublions pas les locataires. Il y a un vrai enjeu à Bruxelles de régulation des prix des loyers. Merci Patrick Dupriez. Demain, je recevrai Philippe Pivin. On reparlera sécurité avec lui. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.